Quand on est un parti de cadre, type ce qui est devenu LR, vous n'avez pas à former les gens que vous sélectionnez au Rotary Club. Le Rassemblement national n'arrive pas à convaincre au-delà de sa base. C'est le retour à la 4e et avec, attention, une situation de prince-esclave. La LFI a écœuré une partie de ces gens qu'elle avait récupérés. Il a vraiment décidé de complètement abandonner tout ce que l'on appelle la France périphérique. Et ça, à un moment donné, ça se paye électoralement. Macron a radicalisé une partie de son électorat qui, aux européennes, lui a fait une légère infidélité. Je pense sincèrement qu'il ne se rend pas compte du mal à long terme qu'il est en train de faire à nos institutions. Il a ce qu'il voulait, l'homme debout, au milieu du chaos. Malheur au pays dont le roi est un enfant, mais j'imaginais pas ce point-là. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour une émission non pas spéciale, mais enfin on a enfin les résultats des législatives. Pierre-Yves, on en a un peu parlé ensemble récemment. Bon, je vous présente comme rapidement Pierre-Yves, président du Cercle Aristote, Jacques Sapir, économiste, bien connu de nos lecteurs. Ça y est, la France est plus ou moins ingouvernable, on a enfin les résultats. On va évidemment essayer de décortiquer tout ça. Avant toute chose, j'aimerais votre sentiment quand vous avez vu les résultats hier. On pouvait s'y attendre, on pouvait pas s'y attendre. Raz-de-marée RN qui n'a pas eu lieu. Finalement, le nouveau Front Populaire arrive en tête. Avant même de rentrer vraiment dans le détail, qu'est-ce que vous vous êtes dit, Pierre-Yves? Je me suis dit, la 4e République est de retour, les apparentements sont de retour, et c'est la 4e République dans son visage le plus saumâtre qui s'abat sur nous. Alors, on expliquera peut-être après ce que c'est que les apparentements. Ou... Jacques, à vous? Oui, tout à fait. J'ai eu la même réaction. Alors, j'ai été un petit peu surpris par l'ampleur des corrections. C'est-à-dire que je pensais que le Rassemblement national serait plutôt autour de 160, 165 sièges. Bon, mais très loin de ceux où on l'avait annoncé il y a plus d'une semaine. Hein. Bon. Et ils sont donc à 126 Ils sont à 126 sans les ciotistes. Sans les ciotistes. Et 143 avec les ciotistes. Et puis, ce qui est quand même très surprenant, c'est la très bonne tenue d'ensemble. Et qui est due essentiellement à Renaissance. Et donc ça, c'est aussi un phénomène sur lequel il faut compter. Et d'ailleurs, c'est ce qui a permis l'émancipation un peu brutale de Gabriel Attal dès dimanche soir. Hein, quand il dit « Je n'ai pas choisi cette dissolution, mais j'ai refusé de la subir », sorte de dire au président « Voilà, bon, je suis maintenant le chef d'un parti, et ce parti, c'est pas trop mal tiré de l'histoire de la dissolution. » Ce qu'on entend, on entend beaucoup de choses évidemment, mais de façon relativement abondante quand on parle avec les gens là depuis les résultats, c'est le RN, premier parti de France, premier aux législatives, premier au premier tour, 8,5 millions de voix, 10 millions si on compte les ciotistes. Comment ça se fait qu'ils se retrouvent troisième, etc. C'est le jeu classique du scrutin, Pierre-Yves. Alors, non, justement, c'est pas... Là, c'est vraiment, il faut revenir sur ce qu'on a déjà commencé à appeler dans cette émission les apparentements. C'est-à-dire que le Rassemblement national seul ou quasi seul, parce que les troupes de M. Ciotti sont existantes, mais on est plutôt sur comment dire, une armée sur étagère quand même. Hein, Ils ont 14 ou 15 députés. Voilà, c'est pas le gros de la troupe quand même, hein, le ciotisme. Or, s'est retrouvé face à la totalité de la vie politique française, soudée par la logique des désistements, et ça, aucune force populaire ne peut l'encaisser. Je rappelle que sous la 4e République, ça visait les gaullistes et les communistes, et d'ailleurs, ça a permis la manœuvre tactique de les faire baisser, ça a aussi précipité la fin de la 4e République. Donc Emmanuel Macron a réussi son coup tactique, c'est indiscutable. Je pense que c'est un coup tactique qui n'a aucune vision stratégique sur le long terme. Mais ça, c'est assez typique du personnage. Oui, ce que vous voulez dire, c'est difficile à encaisser par les gens. Quand je veux dire que c'est la logique du scrutin, c'est que le but, c'est pas de faire le plus de voix possible nationalement, c'est de faire la majorité dans la circonscription où vous êtes. Et en fait, après, on pourra dire que c'est des alliances contre nature, qu'avec les désistements qui ont eu lieu n'auraient pas dû avoir lieu, etc. Mais je veux dire, c'est peut-être la différence que vous faites souvent d'ailleurs, Jacques, entre le légitime et le légal. C'est-à-dire que tout ça est parfaitement légal, c'est le jeu de l'élection majoritaire à 2 tours. Mais sur la légitimité globale du scrutin, les gens se sentent un peu floués. Alors, d'abord il faut dire que le scrutin français n'est pas le seul dans ce cas. Un mode de scrutin qui est très différent. Ce qui se passe en Grande-Bretagne,
où ça se passe à un tour et c'est celui qui arrive en tête au premier tour qui a la circonscription. Bon. Nous avons un parti, bon, les conservateurs sont tombés assez bas, ils font quand même 43 sièges. Le parti de Nigel Farage est pas très loin en nombre de voix des conservateurs. Il doit avoir 6 ou 8 sièges ou quelque chose comme ça. Donc, oui, c'est encore pire de ce que voilà, chez nos amis là aussi, en Bretagne. En 1951, on votait à la proportionnelle, en réalité. Et on voit bien qu'on obtient, avec les apparentements, le même résultat que là, dans le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours d'arrondissement, pour lui donner son nom exact, avec ce principe des désistements, tous contre un. C'est grosso modo tout le monde contre le Rassemblement national. Bon. Ce que je veux dire, c'est que la proportionnelle n'aurait pas changé grand-chose. Parce que c'est vrai qu'au RN, Non, souvent... La logique des apparentements fausse tout type de scrutin. Absolument, absolument. Alors, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les apparentements ou que ce type de tout le monde contre le RN fonctionne au niveau des états-majors, ça peut se comprendre. Le fait que c'est malgré tout fonctionné relativement au niveau des électeurs montre une chose, que le Rassemblement national n'arrive pas à convaincre au-delà de sa base élargie telle qu'il l'avait au niveau des élections européennes. Donc, oui, il y a un problème de mode de scrutin, de pratiques politiques douteuses. C'est évident, mais il y a derrière un vrai problème politique qui est le fait que tant que le Rassemblement national continuera de faire peur, et au-delà de tout le discours sur l'antifascisme, bon, qui commence à être très lassant, bon, etc., mais la réalité, c'est que le Rassemblement national n'est pas apparu crédible sur ses positions, n'est pas apparu sérieux. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de candidats, je ne dis pas qu'il n'y ait pas le même problème dans d'autres alliances, par exemple au Nouveau Front Populaire ou même chez Ensemble, mais un certain nombre de ces candidats étaient pour le moins problématiques. Ils l'ont reconnu eux-mêmes, hein. Louis Alliot l'a dit. Ils l'ont reconnu, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'il y aura ce type de problème sur le Rassemblement national sera extrêmement sensible et vulnérable à ce type de manœuvre d'appareil. Pierre-Yves, d'ailleurs, à ce propos, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un parti qui se dédiabolise, qui se professionnalise, qui est le premier parti de France, pas depuis 15 jours, depuis un certain nombre d'élections, qui organise tout ça depuis pratiquement une dizaine d'années maintenant, depuis que le père a été mis sur la touche, peut se présenter à une élection comme ça en ayant... Alors, c'est vrai qu'ils étaient présents dans beaucoup de circonscriptions, je crois 450, quelque chose comme ça, beaucoup plus que les autres, donc forcément il faut toujours aller ratisser un peu large. Mais enfin, comment on peut expliquer qu'il y ait encore des candidats qui aient soit des t-shirts suprémacistes blancs, soit l'autre qui a une casquette de la Luftwaffe? C'est un peu fatigant. Alors c'est plus que ça doit être plus que fatigant. Déjà, il y a, pour être totalement honnête, il y a 3 phénomènes. Premièrement, je crains que beaucoup de gens dans l'entourage du Rassemblement national, depuis la chute de Florian Philippot, n'aient pas compris ce qu'a fait Florian Philippot. Il y a 2 types de dédiabolisation. Florian Philippot n'a jamais reculé sur ses positions de fond, mais lui était capable de les expliquer. Position de fond, c'est souverainisme, sur euro, souverainisme, en gros, etc. Brexit, etc. Or, il voulait une dédiabolisation, professionnalisation. Beaucoup de gens qui, d'ailleurs, ont fini par avoir sa peau politiquement, quoi qu'on pense des 2 options, eux voulaient une dédiabolisation embourgeoisement, ce qui sont 2 choses différentes. C'est-à-dire, nous n'allons pas amener la radicalité. J'ai bien dit radicalité, je n'ai pas dit extrémisme. J'ai dit radicalité, ça a un sens particulier en sciences politiques. Nous allons amener la radicalité de nos analyses face à l'électorat, et comme nous les maîtrisons, nous allons essayer de convaincre. La logique de l'embourgeoisement, c'est nous allons reculer sur une partie de nos positions de fond en espérant que la classe moyenne supérieure et surtout la moyenne puis la haute bourgeoisie fassent appel à nous à un moment ou à un autre. On n'est pas plus compétent, mais on fait moins peur. Exact. Le problème, c'est que cette logique-là, avec un appareil qui est assez pauvre en fait, qui n'a pas d'école de cadre sérieuse, etc., alors que Florian Philippot, lui, quoi qu'on pense par ailleurs du personnage,
avait un système d'évaluation très dur. D'ailleurs, ça lui a été reproché par tout le monde. Il disait, dès qu'il y a quelqu'un qui a un pet de travers, il l'écarte. Oui, pour éviter ça. Bon. Et justement, il y a Jérôme Sainte-Marie, là, qui est quand même pas mal, qui fait beaucoup de choses là-bas. Moi, je comprends pas comment on peut avoir des candidats encore de... Pour une raison qui est très simple, c'est que je pense qu'il n'a pas l'autorité et que le moment où il la prendra, il deviendra une cible parce que le Rassemblement national, et c'est le deuxième point que je voulais avoir, comme il ne veut pas, il veut des logiques de débauchage et pas d'alliance, ce qui est son choix, que je ne critique pas. Le problème, c'est que ce n'est pas en adéquation avec l'esprit de la Ve République. C'est tout ce que je dis. Or, le problème, c'est quand vous faites une logique de débauchage. Vous vous dites, exactement comme certains pays qui font venir des ingénieurs et qui refusent de les former eux-mêmes, il y aura toujours bien quelqu'un à débaucher à l'extérieur. Résultat, quand vous n'avez pas assez de débauchage, vu que vous n'avez pas fait l'effort de formation interne et de sélection interne, eh bien vous prenez le tout venant. Vous prenez le tout venant en panique dans les derniers temps de l'élection. Voilà, c'est aussi simple que ça. Or, et c'est vrai que, et ça c'est l'ultime point, quand vous ne faites ni alliance ni promotion interne, que vous êtes devenu une pure machine électorale, eh bien vous oubliez, et ça c'est un jeu qui est rentable à court terme, désastreux sur le long terme, vous oubliez qu'un parti politique, c'est une instance de socialisation. Donc ça doit aussi faire de la culture, ça doit former les gens, et particulièrement un parti populaire et ouvrier, ce que faisait le Parti communiste à une époque. Tout à fait. Ce que faisait le Parti gaulliste également, et ce que faisait le Parti communiste, et ce que le Front National, parce qu'il est le premier parti ouvrier, quoi qu'on en pense, eh bien malheureusement aurait en partie dû faire, parce que quand on est un parti de cadre, type ce qui est devenu LR, vous n'avez pas à former les gens que vous sélectionnez au Rotary Club. Bon, ben voilà. Juste pour continuer sur le RN, vu qu'on parle du RN, je crois que c'est Marine Le Pen qui a parlé de victoire différée. Sous-entendu, on a quand même progressé en nombre de voix. En nombre de députés. En nombre de députés aussi, évidemment, mais le scrutin de la présidentielle ne sera pas pareil, et donc on pourra la remporter en 2027. C'est comme ça que j'ai compris la victoire différée, moi. Oui, la victoire différée, attention, nous pouvons avoir une logique tout à fait parallèle au second tour. Hein. Au premier tour, oui. Le barrage républicain existe aussi à la présidentielle. Castorisation 2.0. Hein. À Castor et demi. Jacques, il y a une surprise, je ne sais pas si c'en est une pour vous, mais deux partis qu'on disait morts, surtout le Parti socialiste, ont un certain nombre de députés, c'est donc les Républicains, oui, tout à fait, qui eux ont fait le parti de ne pas rejoindre, de laisser Ciotti... les Républicains maintenus, ou Canal historique. Canal historique, et finalement le Parti socialiste qui, en miroir de LFI et de Mélenchon, peut paraître comme une gauche un peu plus modérée, et finalement, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a 65 députés PS, et à peu près la même chose LR, 68, quelque chose. Tout à fait. Ensemble, ils font à peu près 130-135 députés. Oui, alors, c'est pas pour les mêmes raisons. Les Républicains ont bénéficié, peut-être moins qu'Ensemble ou que le Nouveau Front Populaire, mais ils ont eux aussi bénéficié de la logique des désistements. Ça, c'est clair. Pour le Parti socialiste, il est très clair que la musique que l'on entend depuis maintenant plusieurs mois, sur le fait que certains membres de la France insoumise tiennent des propos antisémites. Je ne dis pas la LFI en tant que telle, mais je dis certains membres de la LFI peuvent tenir des propos antisémites. Le fait aussi que les conditions de démocratie ne sont pas réunies au sein de la LFI. Non, on a eu l'exemple avec ce qu'a subi Corbière. Même Thomas Guénolé, quand on a fait partie un temps, est sorti en disant... Tout à fait. Mais il y avait avant, il y avait eu Kuzmanovic, toute une série de cas, pour des gens qui s'étaient ralliés au vote LFI, par exemple, en 2022, on dit non, là maintenant, c'est plus possible, on va revenir à notre famille d'origine, qui est le PS, alors aile gauche ou centre du PS. Bon. La grande force de la LFI à l'élection présidentielle de 2022. Ce qui explique, par exemple, que Mme Hidalgo se soit retrouvée, je crois, à 1,7% ou quelque chose comme ça. 0,7 ou 1,7, je ne sais même plus ce qu'il a fait. C'était d'avoir réussi à convaincre des anciens électeurs socialistes que la LFI était porteuse, globalement, de choses qui étaient parfaitement acceptables pour eux. Et le succès relatif
du Parti socialiste dans cette élection, ça tient au fait que, eh bien, la LFI a écœuré une partie de ces gens qu'elle avait récupérés, ce qui fait que la LFI est le parti qui gagne le moins, là-dessus. Ils sont pas à 60. Ils sont passés à 75, ils étaient à 70. Ouais. Ils sont passés à... Bon, et donc ça c'est un... Alors, plus si on comptait Corbière, Ruffin, le gars de Marseille, Davy, je crois, qui lui aussi a été purgé. Bon, alors 78, disons, quoi, ça veut dire qu'ils ont progressé de 10%, alors que le Parti socialiste a quasiment doublé. Les Verts ont pris 30. Voilà. Le Rassemblement national, comme tu l'as dit, il passe de 88 à 127, 143 avec les ciotistes. Donc, d'autres partis ont beaucoup plus progressé. Et ça, il faut quand même le voir. La très faible progression de la LFI, qui permet d'ailleurs un rééquilibrage au sein du nouveau Front populaire, puisque maintenant, si on fait l'addition, les socialistes, les écologistes, les communistes, ils sont plus nombreux que la LFI. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et ça montre, d'une certaine manière, l'impasse de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui est à la fois une stratégie extrêmement discutable d'un point de vue électoral, puisqu'il a vraiment décidé, son fameux discours « Le peuple des villes et des banlieues », de complètement abandonner tout ce que l'on appelle la France périphérique, pour reprendre l'expression de Guy Lui, mais aussi la pratique interne à la LFI, où depuis grosso modo 7-8 ans, il y a un durcissement et une sectarisation des pratiques internes qui aujourd'hui commencent à écœurer toute une série de militants qui ont entre 35 et 45 ans, parce que ces gens-là ont peut-être un peu plus de culture politique que les jeunes militants, et ils disent c'est pas possible. Là, on est en train de reproduire les aspects, je dirais, les plus repoussants des pratiques internes du Parti communiste, sans avoir à côté ce qui faisait la force du Parti communiste. Et ce que tu l'as dit, c'était dans les années 40, 50, voire le début des années 60, la promotion sociale à travers l'appareil, grâce aux écoles de forme, au système culturel, qui était extrêmement important, et qui fait que toute une série de jeunes ouvriers ont pu avoir accès à la culture, que ce soit la culture politique, que ce soit la culture au sens plus classique du terme, à travers des organisations qui étaient portées par le Parti communiste. Bon, ce qui a rendu à un moment donné supportable, je ne dis pas tolérable, supportable, les pratiques internes du PCF. Or, ça n'existe pas à la LFI. Par contre, les pratiques de direction et de gouvernance ne sont pas très éloignées de celles du PCF dans les années 50, les années 60. Rappelons l'affaire Marty, l'affaire Tillon, les Italiens, Casanova. Enfin bon, il y a une longue liste là-dessus. Et ça, à un moment donné, ça se paye électoralement, surtout dans la frange de l'électorat qui était récemment rallié à la France insoumise et qui là se prend ces pratiques en pleine figure et dit non, ça c'est pas possible. Ils ont un institut là-bas ici, la France insoumise, mais j'ai regardé un peu, c'est surtout pour dire comment est-ce qu'on reconnaît un facho, où est l'extrême droite, qu'est-ce que vous pensez du GUD. Bon, pardon, parce que c'est une petite digression, mais ce qui est marrant, c'est que c'est quand même Mélenchon qui prend la parole à 20h02, comme il l'avait fait au premier tour, pour expliquer ce qui va se passer. On a gagné, on va gouverner par décret, attention, on arrive. Bien sûr. Pourquoi il fait ça? Pour une raison qui est très simple, et je prends appui sur la brillante démonstration de Jacques. C'est très simple. Jean-Luc Mélenchon, qui a un instinct politique très sûr, c'est que maintenant, il est l'homme à abattre. Parce que maintenant, la branche glucksmannienne, qui n'est pas une dilatation de l'électorat de gauche, qui est une dilatation de l'électorat macroniste, c'est-à-dire « make Macron great again ». C'est le flotteur gauche de la Macronie. C'est-à-dire, un autre Macron est possible, toujours plus jeune, toujours plus beau, toujours plus fort. D'où le choix de Raphaël Glucksmann, d'ailleurs. Toujours plus beau, c'est ambigu, mais... Au sens de la gauche morale.
Parce que Glucksmann, c'est Macron décomplexé, sur les sujets de politique extérieure particulièrement, belliciste, sur la Russie, sur machin, etc. Il va même là où Macron ne peut pas aller. Donc, et ça veut dire une chose, c'est que Macron a radicalisé une partie de son électorat qui, aux européennes, lui a fait une légère infidélité, mais qui va revenir dans le bloc central, justement par une partie du ralliement de cette gauche libérale. Le message a très bien été compris dans l'entre-deux tours. L'arrivée de M. Hollande, la bénédiction de M. Strauss-Kahn. C'est très simple, hein. Eux, ils ont vu des marqueurs parce qu'ils ont un instinct très sûr. Alors Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas un instinct moins sûr, c'est que maintenant, et d'ailleurs ça pullule dès le lendemain, Madame Autain, et on attendait que ça vienne d'elle, qui dit « Oui, moi je ne siégerai pas avec la LFI ». Une partie de ces nouveaux sociodémocrates qui dit « Oui, le macronisme de gauche est quand même fréquentable ». Les appels du pied de M. Philippe dès hier soir, de M. Raffarin ce matin. Donc, on la sent venir, la grosse coalition. Alors justement, Or, qui est l'homme à abattre dans cette logique-là? C'est Jean-Luc Mélenchon, l'infréquentable, qu'on a déjà hitlérisé et qui a participé à sa propre hitlérisation, d'ailleurs. venons-en justement à la nouvelle Assemblée. Il y aura une première session le 15 juillet ou le 18, je ne sais plus. Pour le moment, il y a 3 blocs. Alors, et on réfléchit, ça peut être gouvernement technique, coalition de minoritaires, éventuellement cohabitation avec le nouveau Front populaire, mais enfin ça paraît quand même peu probable. Quelles sont les pistes? Ou éventuellement, ce qu'on disait tout à l'heure, Jacques, c'est extrême centre, LR, parce que LR, on a dit 65, PS 68, ça fait 120, ça fait 130, plus les 160 de l'Alliance Ensemble, oui, tout à on fait, arrive déjà à 270. Si on rabote un peu, ça peut faire le grand extrême centre. 289 et on a gagné, Vol l'a gagné. Ils ont la majorité. Voilà. Alors, le problème de ce type de scénario, c'est que on va faire cohabiter des gens qui ne sont pas, pour l'instant, cohabitables, si je peux m'exprimer ainsi. On voit très bien la mâchoire en termes de programme qui est en train de s'abattre sur ce type de grande coalition. Une partie d'ensemble, Horizon notamment, mais même une partie de Renaissance et du Modem, et les Républicains vont dire la priorité, c'est le rétablissement des grands équilibres. D'ailleurs, l'Europe va intervenir là-dessus. Déficit excessif, budget. Il faut réduire fortement le déficit. Bon. Sachant qu'il y a le vote du budget qui va arriver rapidement, et là, ça va être la guerre ça ouverte. sera un des moments importants, justement. Inversement, les socialistes, communistes, bon, je ne parle même pas de la LFI, mais disons, même les socialistes et les communistes, et même une partie de Renaissance, par exemple ce qu'on peut appeler l'aile gauche de Renaissance, vont dire, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il y a une souffrance d'une partie de la population française liée en particulier aux questions de pouvoir d'achat. Il faut faire quelque chose, il faut céder sur la loi retraite, il faut céder sur l'augmentation du SMIC. Or, ces deux positions sont strictement incompatibles. Donc, on pourrait réunir ces 290 ou 296 députés, si on compte, compris les non-inscrits, bon, etc., les gens qui formaient l'IOT, le groupe IOT dans la précédente législature, que si on n'aborde pas ces sujets, et que si on dit, bon d'accord, on ne parle pas des déficits, on ne parle pas de l'augmentation du SMIC, on ne parle pas de la suppression des retraites. Donc on ne fait rien. Donc on est dans l'immobilisme. Et les budgets, on le vote comment Alors, c'est là tout le problème. Sur le budget, à la limite, on peut trouver quelques compromis. Et d'ailleurs, je ne serais pas étonné que le Rassemblement national, si on lui jette un os à ronger, ne votera peut-être pas le budget, mais ne déposera pas de motion de censure et ne votera pas contre. Bon. Mais au-delà, on voit bien qu'on ne trouvera pas de point d'accord. Alors, il y a toujours la possibilité de dire, puisqu'on ne trouve pas de point d'accord, on va sortir un gouvernement technique, sauf qu'un gouvernement technique, il doit avoir une incarnation. Ça n'a jamais eu lieu, ça, sous la Ve République. Alors, sous la Ve République, si, on avait Raymond Barre, quand Giscard d'Estaing
choisi Raymond Barre. Bon, il avait été pendant 2 ans ministre du Commerce extérieur, mais il est quand même intronisé par Giscard d'Estaing. Comme le premier économiste de France. Voilà. Bon, donc Ouais, mais c'est une intronisation technique et pas politique. Bon. C'est pas impossible, mais il faut savoir que ce type de gouvernement technique qui serait mis en place pour faire des réformes douloureuses pour la population, Oui, ça sera jamais tout accepté. à fait, ne pourrait gouverner qu'à coup de 49.3 et par décret, et à un moment donné, on peut penser que même une bonne partie des socialistes se retrouverait avec la LFI et le Rassemblement national pour voter la censure. Motion de censure. Donc en réalité, on est là véritablement coincé. Pierre-Yves, comment vous voyez l'Assemblée, sachant que C'est là, ce qu'il- pour le moment, c'est- Attal a donné sa démission, elle a été refusée. Pour le moment, il est toujours Classique. Premier ministre. C'est le jeu Oui, classique. c'est classique. Mais il peut prendre une motion de censure dès la première session, le 15 juillet Oui. là, ou le 18 juillet. Oui, En disant, t'es encore là, toi, tu vas oui, sortir. mais Emmanuel Macron, rappelez-vous notre premier entretien sur ces élections, je vous avais dit, il va concasser la vie politique française, un tiers, c'est le pire scénario. On y est, oui. Et ben voilà, il a ce qu'il voulait, l'homme debout au milieu du chaos. Il a un imaginaire politique qui est terrible. Hein. C'est malheur au pays dont le roi est un enfant, mais j'imaginais pas ce point-là. Or, maintenant qu'il a concassé la vie politique française, ce qui permet au passage à Renaissance d'être le 3e parti de l'Assemblée, puisque tout le reste, c'est du concassage. Le deuxième. Le deuxième. Deuxième, derrière le Rassemblement national. Derrière le Rassemblement national et avant la LFI. C'est du concassage. Il a réussi sa manœuvre technique, sa manœuvre tactique, pardon, et je pense que maintenant, il doit trouver une âme à son nouvelle En Marche, en fait, parce qu'il ressuscite le sociogramme du premier En Marche. La nuit des seconds couteaux du Parti socialiste, l'énarchie de droite qui est toujours présente derrière son fondé de pouvoir, qui est Alexis Kohler, qui est l'homme avec lequel il a décidé la dissolution il y a plus de 3 mois maintenant, nous le savons, et quelques gagnants au loto, il y en a toujours. Bon, très bien. C'était la sociologie du premier En Marche, hein, je vous rappelle. Or, il retrouve ça, et il va d'ailleurs tenter d'y remettre la même âme que dans le premier En Marche, c'est-à-dire le grand parti modernisateur européen, parce que c'est le seul pipeau qu'ils peuvent tous jouer. C'est le seul pipeau qu'ils peuvent tous jouer. C'est la seule note qu'ils peuvent partager des amis de M. Wauquiez jusqu'aux amis de M. Hollande. Et résultat, Emmanuel Macron se retrouve en terre connue. La seule chose, c'est qu'il ne se rend pas compte, ou du moins je pense que s'il s'en rend compte, il y est parfaitement indifférent, que ce gouvernement du centre autoritaire, qui n'a eu lieu en France que dans des périodes d'exception et des périodes de démocratie limitée, le thiérisme, le vichisme, je pense sincèrement qu'il ne se rend pas compte du mal à long terme qu'il est en train de faire à nos institutions. Parce que là, nous allons vers un chaos organisé, ça faut être très honnête. Est-ce qu'il y mettra fin en refaisant une dissolution? Pas sûr. Est-ce qu'il est dans une optique de passation de pouvoir à une de ses créatures à terme? Monsieur Attal est déjà sur les rangs, et Monsieur Philippe aimerait se raccrocher au rang, mais il flotte vers la sortie, il n'y peut rien. Et justement, Jacques disait tout à l'heure, Attal, ça va pas très bien entre Attal et Macron. Est-ce qu'il n'est pas un peu seul, Macron? Oui, je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a de ça. On voit très bien aujourd'hui que Macron, à cause de la dissolution, à cause surtout de la manière dont il a pratiqué cela, s'est aliéné une grande partie de ses soutiens. Alors, bon, Oui, il s'en sort pas si mal, mais... Attal, c'était évident. Alors, c'est quand même intéressant, parce que Attal est une pure créature de Macron. Macron le propulse de ministre de l'Éducation nationale à Premier ministre en se disant, voilà, il est populaire, bon. Et il l'envoie au carton voilà. après. Et là, Attal commence à prendre son indépendance. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Macron, écoute, moi j'ai mouillé ma chemise. J'ai réussi à sauver une partie de l'ancienne majorité. On nous disait qu'on serait à 70, 90. Renaissance fait 99. Et ça, c'est moi qui me suis battu pour ça. Donc, toi maintenant, t'es fini.
Tu rentres dans ton palais présidentiel et tu n'en sors plus. Bon. Grosso modo, c'est ce qu'a dit Philippe. Moins brutalement, mais c'est quand même... Le gendre. Bon, certes, il a été battu aux élections, mais il a eu des mots très durs. Même cette espèce de gros mollasson comme Bruno Le Maire, les cloportes, c'est quand même un mot... Oui, c'était assez violent. Assez violent. Bon, donc, d'une certaine manière, l'espace politique peut correspondre à des choses avec lesquelles Macron peut dire « bon, je vais jouer ». Mais il se retrouve sans incarnation possible. Ouais. Autrement dit, sans personnalité sur laquelle il peut s'appuyer. Il ne va pas s'appuyer sur Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, première ministre. Bon, la France s'écroule de... Enfin, une partie de la France s'écroule de rire, l'autre partie s'écroule en larmes. Prend les armes, il dit c'est pas possible, rend l'argent, bon, etc. Bien, donc, il a très peu de figures historiques du macronisme. Alors oui, il peut toujours aller chercher Bayrou, mais outre le fait que Bayrou, il a toujours des petits problèmes avec la justice, Bayrou ne s'amène que lui-même. Tout à fait. C'est 33 députés, le MoDem. Donc, c'est quand même... Et puis surtout, Bayrou est l'incarnation même de l'ancien système, de la France d'avant. La France d'avant. Donc, là, il est réellement coincé. Alors, simplement, ce que je pense, c'est que quand on dit il y a une tripartition de la vie politique, on oublie malgré tout le président. Et même isolé, même ayant été d'une certaine manière battu, moins en termes de sièges qu'en termes de relations avec ses anciens fidèles, il faut faire attention. La Ve République, c'est pas Vincent Auriol, c'est pas René Coty. Il a des pouvoirs qui restent extrêmement... C'est le retour à la 4e, mais avec les pouvoirs du président de la 5e. C'est le retour à la 4e avec... Et avec, attention, une situation de prince-esclave. Attention. Et ça, par contre, nos institutions ont été faites pour éviter ça. Pour éviter que le chef de l'État se comporte comme un fondé de pouvoir d'une puissance extérieure. Or, ça, nous ne l'avons jamais vécu. Enfin, nous ne l'avons jamais vécu en période d'occupation. Oui. Or, le problème... Rappeler la théorie du prince-esclave. La théorie du prince-esclave, c'est un des premiers penseurs du gaullisme, qui est le père Gaston Fessard, qui utilise ce qu'on appelle la théorie du pouvoir des clés, c'est-à-dire tout pouvoir qui viole son but de bien commun voit ses serments annulés et donc on ne lui doit plus obéissance. Donc c'est le pouvoir des clés. Et il utilise ça contre le maréchal Pétain. La théorie est faite et écrite en pleine guerre. Hein. Ça aurait pu lui valoir sa tête. Hein. Or, aujourd'hui, nous avons ce problème de prince-esclave et Emmanuel Macron, et c'est le seul moyen qu'il a d'encore insuffler sur ces créatures, c'est de rappeler qu'il est le fondé de pouvoir de l'axe Bruxelles-Washington-Berlin. C'est la seule chose qui les unit, c'est la seule chose sur laquelle ils sont tous d'accord. Et pour preuve, ce matin, une des grandes représentantes des Verts, alors qu'on les attendait sur des propositions programmatiques, qu'est-ce qu'elle balance? Son collègue de Sud Radio, Madame Sandrine Rousseau, il faut quand même envoyer des avions en Ukraine. Pourquoi ce rebond d'un seul coup en politique extérieure? Or, la seule chose qui les unisse, c'est l'anti-souverainisme d'un certain côté. C'est le seul discours unitaire qu'ils peuvent donner. Tout le reste, ça se fera à minima. Dans la Constitution, c'est le président qui désigne le Premier ministre. Il est coincé par des positions qui sont à la fois antagoniques et d'une certaine manière nécessaires. À aucun moment, les donneurs d'ordre n'ont été mis en difficulté. Au mieux, on va se prendre 1 an de retard sur le traitement des problèmes importants de la France. L'économie française est à l'arrêt. On aura une année 2025, franchement, en récession. On a une haute fonction publique qui ne vaut pas mieux politiquement que la classe politique.